Bonjour à tous, Steve Nadjer au micro du 14h de Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, dans quelques minutes, le direct de Jérusalem avec notre correspondante permanente Pascal Sunshine, le grand entretien du 14h consacré au filmage du procès des attentats de janvier 2015. Nous en discuterons avec l'historien Christian Delage. Et puis, comme tous les mercredis, on retrouvera aux alentours de 14h20 Daniel Rouache. Ça sera l'info en plus de cette demi-heure avec la chronique Israël Startup Nation. Mais tout de suite, à 14h, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. En Israël, le couvre-feu est entré en vigueur hier soir dans une quarantaine de villes classées rouges. 7 mariages ont été interrompus. La police a dispersé 2 mariages ayant rassemblé 200 personnes dans le centre-ville de Jérusalem. Les autorités ont mobilisé 3000 policiers et 500 soldats de Tzahal pour faire appliquer les restrictions dans les 40 zones rouges désignées par le gouvernement. Les forces de l'ordre ont érigé des barrières à l'entrée des zones en question afin d'empêcher les habitants de s'éloigner de plus de 500 mètres de leur domicile. Dans certaines villes, certains citoyens ont exprimé leur frustration à l'égard du couvre-feu, affirmant aux médias israéliens que personne ne vérifiait qui entrait ou sortait de leur quartier. Ils ont juste bloqué certaines voies. Au lieu d'un couvre-feu nocturne, on a un embouteillage, ont affirmé des habitants à Chanel 12. Sur le plan comptable, Gabriel, 3506 nouveaux cas ont été enregistrés hier dans le pays. L'État hébreu compte 30 365 cas actifs, 1048 personnes sont décédées des suites de la Covid-19, 472 patients sont dans un état grave et 140 sous assistance respiratoire. Le taux de positivité des tests de dépistage au coronavirus s'élève, lui, à 8%. Diplomatie avec une date déjà historique. La signature de l'accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis aura lieu le 15 septembre à la Maison-Blanche aux États-Unis. Benjamin Netanyahou s'est dit fier de pouvoir se rendre à Washington la semaine prochaine sur l'invitation de Donald Trump et d'assister à cette cérémonie historique. Le frère du prince héritier Abdullah bin Zayed représentera les Émirats. Le haut responsable émirati End Al-Otaiba a également déclaré que la cérémonie sera une occasion mémorable dans l'histoire de nos deux pays et de la région. De nombreux diplomates arabes, y compris de pays qui n'ont pas de lien formel avec Israël, devraient assister à la cérémonie pour montrer que l'accord bénéficie d'un large soutien, selon le site d'information Walla. Toujours en diplomatie, la Serbie ne transférera pas son ambassade à Jérusalem si Israël reconnaît dans le même temps le Kosovo comme un État indépendant. C'est ce qu'a déclaré une source proche du président serbe, Aleksandar Vučić. La reconnaissance israélienne du Kosovo en tant que pays indépendant mettra à rude épreuve les relations avec la Serbie, bien que ce soit dans le cadre d'accords signés par les pays des Balkans à la Maison-Blanche, a-t-il ajouté. De plus, cette décision d'Israël nuirait à la relation autrement intime entre Israël et la Serbie et ce ne sera plus jamais la même chose. La source a ajouté que beaucoup ont fait valoir qu'Israël reconnaissant le Kosovo serait semblable à des pays reconnaissant unilatéralement la Palestine. Un retour maintenant sur la scène intérieure israélienne. Benjamin Netanyahou s'est excusé hier pour la mort d'un arabe israélien qu'il avait qualifié de terroriste. En janvier 2017, le policier israélien Erez Levy est mort dans une attaque à la voiture bélier dont l'auteur a ensuite été abattu. C'est en tout cas ce qu'avait indiqué la police qui avait qualifié le conducteur de terroriste. Le problème, c'est que selon des témoins, Yassoub Moussa Abou Al-Kiyan avait été abattu au volant de son véhicule alors qu'il roulait doucement. Lundi soir, Chanel 12 a produit des documents démontrant qu'une enquête interne de la police avait conclu à l'époque à une bavure, mais que le commandant de la police d'alors avait préféré ne rien révéler. L'actualité en France, 20 nouveaux centres de dépistage du coronavirus vont ouvrir en Ile-de-France dans les prochains jours. Ces centres pourront réaliser jusqu'à 10 000 prélèvements par jour afin de désengorger des laboratoires dépassés par la demande. Accessibles sans rendez-vous, ils fonctionneront 6 jours sur 7, de 8h à 19h, avec des plages horaires entièrement dédiées aux personnes présentant des symptômes ou identifiées comme cas contact. Cette ouverture de centre vient soutenir le personnel de santé qui lutte contre la reprise de la pandémie dans l'Hexagone. 6544 nouveaux malades ont été recensés hier, 38 décès supplémentaires ont été enregistrés et 30 764 personnes sont mortes dans le pays depuis le début de la pandémie au total. Et dans ce contexte, une mauvaise nouvelle en matière de recherche. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé hier qu'il suspendait les essais cliniques de son vaccin contre le nouveau coronavirus. Cela fait suite à l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un volontaire. AstraZeneca a affirmé qu'elle avait volontairement
également suspendu les essais pour permettre l'examen des données de sécurité par un comité indépendant et s'efforcer de l'accélérer afin de minimiser tout impact potentiel sur le calendrier des essais. La nature de la maladie et le moment où elle s'est produite n'étaient pas détaillés, bien que le participant devrait guérir selon StatNews. Politique avec un conseil des ministres qui se tiendra aujourd'hui en visioconférence, alors que Jean Castex, le Premier ministre, s'est mis à l'isolement pour la semaine. Une telle mesure n'avait plus été décidée depuis la fin du confinement le 11 mai dernier. Le Premier ministre a été testé négatif hier mais restera en quarantaine et sera à nouveau testé samedi. Les ministres aborderont le thème de la sécurité au quotidien lors du séminaire de rentrée. Un projet de loi contre le séparatisme devrait être aussi présenté. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé que la loi sur les séparatismes était en train d'être finalisée. Ce texte comprendra notamment la création d'un contrat d'engagement sur la laïcité pour les associations. Jean Castex avait déclaré le 15 juillet qu'un projet de loi contre les séparatismes serait présenté dès la rentrée. Le débat sur l'insécurité et l'ensauvagement a suscité de moult débats ces derniers jours. Manuel Valls, c'était l'invité de LCI ce matin. Il en a parlé à Gabriel. L'ancien Premier ministre français est revenu sur la polémique entre les ministres Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Pour l'ex-ministre de l'Intérieur, c'est une erreur, une faute. Les Français ont le sentiment qu'il y a deux lignes. Il a également affirmé que le garde des Sceaux se trompait en faisant une distinction entre insécurité et sentiment d'insécurité. Comme le gouvernement d'Édouard Philippe s'est trompé en mettant fin à ce que j'appelle le baromètre, c'est-à-dire l'observatoire de la délinquance et les enquêtes de victimation qui sont bien plus importantes que les seuls chiffres que font remonter la police et la justice, parce que là, ils donnent le sentiment pas d'une vision générale en matière d'insécurité, mais de ce que vivent concrètement des Français qui ont été eux-mêmes victimes de l'insécurité ou qui ont vu des faits d'insécurité. Et ce sont ces enquêtes de victimation qui vous donnent la réalité de ce que vivent les Français. Manuel Valls sur LCI ce matin et un ancien chef de l'État, Gabriel, a également pris la parole. François Hollande, l'ancien président, a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir mis l'insécurité au cœur de son action, reconnaissant une banalisation de la violence. Le chef de l'État et son Premier ministre souhaitent une accentuation des efforts avec en particulier une accélération de la réponse judiciaire pour éviter des lenteurs qui donneraient un sentiment d'impunité. Ces derniers mois, il faut bien reconnaître que l'autorité de l'État a été mise en difficulté. Des manifestations qui dégénèrent, des violences, les déclarations de tel ou tel membre du gouvernement. Donc, il convient, et le président de la République est dans son rôle, de rappeler qu'il y a un État et qu'il doit y avoir une autorité. Est-ce qu'il manque d'autorité ? Est-ce qu'Emmanuel Macron manque d'autorité ? Je pense qu'il a eu plusieurs ministres de l'Intérieur. 3 en 3 ans. Donc, des discours qui se sont succédés, et il n'y a pas eu l'impression que le président de la République lui-même prenait ces sujets au cœur de son action. François Hollande chez nos confrères de RMC BFM TV. Au 6e jour du procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale continue aujourd'hui d'entendre les témoignages des survivants. Au lendemain du témoignage glaçant de la dessinatrice Coco, la Cour entend aujourd'hui les témoins blessés dans l'attaque. Simon Fieschi, à l'époque webmaster de Charlie Hebdo, a raconté ce matin ses souvenirs de l'attaque menée par les frères Kouachi. On a tiré 2 balles sur moi, entré par le cou, sorti par l'omoplate. J'ai passé 5 semaines en réanimation sous respirateur et ensuite j'ai été hospitalisé 8 mois aux Invalides, a-t-il déclaré. Demain, la Cour écoutera un autre témoignage, celui de Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur Georges Wolinski. Elle compte montrer des dessins de son mari au cours de l'audience. Invitée d'LCI hier soir, elle a déclaré que c'était comme un hommage qu'elle avait envie de lui rendre. Ce procès, s'il est très important pour elle, elle est aussi très éprouvant. Oui, c'était important. Moi, je suis restée dans la salle parce que je me pensais assez forte pour regarder, mais quand il s'est agi de mon mari, je n'ai pas pu regarder. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, j'ai vu que les locaux étaient très étroits. J'ai vu comment les Kouachi ont fonctionné. Enfin, surtout Chérif. Et puis du nouveau dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers à Paris.
La Norvège a arrêté un suspect, a annoncé la police aujourd'hui. La police antiterroriste norvégienne n'a cependant pas précisé l'identité du suspect arrêté. Elle a indiqué que l'homme d'une soixantaine d'années a été arrêté sur un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises. Une demande d'extradition a été émise par les autorités françaises. Elle va être examinée soigneusement pour voir si les conditions sont réunies, a ajouté la police. Pour rappel, l'attentat avait fait 6 morts et 22 blessés le 9 août 1982. Merci Gabriel Attal. 14h10, on part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Zonshein. Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve comme tous les jours pour votre direct de Jérusalem. Pascal, on revient cet après-midi sur l'entrée en vigueur d'un couvre-feu nocturne dans 40 villes israéliennes situées en zone rouge en raison de leur taux de contamination élevé à la Covid-19. Une mesure qui a été adoptée dans un brouhaha politique permanent. Alors Pascal, comment le couvre-feu a-t-il été appliqué hier soir sur le terrain ? Si je vous évoque le concept du balagan, ça vous parle, Ça me parle pas mal. Oui, on a effectivement eu une certaine impression de confusion, encore une fois, avec la mise en application de cette nouvelle tentative de freiner la propagation du Covid-19. En fait, le couvre-feu n'a pas été appliqué en intégralité, c'est-à-dire que les barrages de police, ou en tout cas la présence policière, était plus là pour dissuader que réellement pour faire appliquer rigoureusement l'interdiction d'entrer et de sortir des localités concernées. Les forces de l'ordre présentes ont plus fait de la pédagogie que réellement obliger les gens à rentrer chez eux. Tous les commerces n'ont pas nécessairement baissé leurs rideaux. Et puis ce matin, puisque ce couvre-feu comprend aussi une clause supplémentaire, à savoir la fermeture des établissements scolaires, dans certaines localités, des écoles ont quand même ouvert leurs portes, d'autres ont eu des problèmes dans la mesure où des enfants résidant de zones non concernées par le couvre-feu sont scolarisés dans des écoles censées être fermées. Donc vous pouvez imaginer effectivement le degré de confusion qui règne pour cette première journée, première nuit de couvre-feu. Pascal, quelle peut être l'efficacité de ce confinement nocturne limité sur le plan territorial ? Plusieurs experts, notamment l'ancien numéro 1 du ministère israélien de la Santé, Moshe Bar Simantov, qui a accordé une interview au quotidien Yediot Aharonot. Plusieurs experts se sont donc montrés très pessimistes sur le court terme sur le plan sanitaire. Ben c'est justement une question de délai, c'est-à-dire que cette mesure, selon certains, aurait dû être prise déjà depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que l'épidémie de coronavirus a commencé à relever la tête début juillet en Israël, et qu'apparemment les mesures de limitation et le moment où on pouvait encore couper les chaînes de contamination, éviter les clusters, ou en tout cas que les clusters ne sortent de contrôle, c'était au début du mois de juillet, ou en tout cas à la mi-juillet. Aujourd'hui, comme on dit en hébreu, les chevaux se sont déjà échappés de l'écurie, les faire rentrer paraît quasiment impossible, c'est-à-dire que aujourd'hui, arriver vraiment à revenir à une maîtrise du nombre de nouveaux cas de Covid avec simplement le couvre-feu paraît difficilement réalisable. En quelques secondes, Pascal, est-ce qu'on s'avance, selon vous, vers un confinement du pays pour les fêtes juives de début d'année, à savoir Rosh Hashanah et Kippour ? On sait qu'une réunion importante doit se tenir à ce sujet demain. Malheureusement, oui. La décision ne sera probablement pas prise demain, mais plus vraisemblablement au plus près de l'échéance, c'est-à-dire fin de la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Mais on voit mal maintenant comment éviter un reconfinement total, sachant de toute façon que ça n'est qu'un moyen et pas la solution. Merci Pascal de cet éclairage sur le balagan autour de ce couvre-feu nocturne. Pascal Zonshein, qu'on retrouve tous les jours à 14h10 pour un direct de Jérusalem. À demain, Pascal. À demain, Steve. 14h14, on va marquer une courte pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal de 14h avec le grand entretien en compagnie de l'historien Christian Delage. Nous parlerons du filmage du procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Radio J.
les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. Omar Sy, en policier, ça ne passe pas. Edward G. Robinson a pourtant endossé tous les rôles de voyous, de tueurs et de traîtres sans que l'on puisse en déduire que les producteurs et les réalisateurs de Hollywood étaient antisémites. Les élèves ne sont plus responsables que d'un peu plus de la moitié des atteintes à la laïcité. Et puis, chose nouvelle, 11% de ces incidents sont le fait de personnel de l'éducation nationale eux-mêmes. Elle a dit « J'ai tout de suite reconnu la Kalachnikov car Charb les dessinait si bien. » Et cet autre, à qui il a été dit « Je t'épargne car je ne tue pas les femmes, mais lis le Coran. » De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Leader Cash, jamais 203. Après Paris 19e et Levallois, Leader Cash vous accueille dans son 3e et nouveau magasin à Gagny. Leader Cash, viande sous vide, salade, traiteur artisanal, surgelé, fruits légumes, laitage, vaste rayon de boissons et un stand de pâtisserie. Leader Cash, 82 rue Petit, Paris 19e, 81 rue Jules Guesde à Levallois, 71 avenue Henri Barbus à Gagny. 3 magasins pour le meilleur et pour le prix. Leader Cash vous souhaite Hak Sameach. 14h16, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro. Tout de suite, normalement, le grand entretien de cette édition. Christian Delache, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de l'Institut d'histoire du temps présent. Christian Delache, le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit aujourd'hui avec le témoignage de survivants, notamment Riss. Ouvert il y a une semaine, ce procès voit ses audiences intégralement filmées. C'est une première en France dans les affaires de terrorisme. Qu'est-ce qui a incité les pouvoirs publics à prendre cette décision ? Alors, je pense deux choses. La première, c'est l'importance sociétale du procès. À l'évidence, ce qui s'est passé au mois de janvier 2015 n'a pas concerné que les journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo, mais la France dans son entier, des pays étrangers. Enfin, on sait qu'il y a eu 4 millions de personnes qui ont manifesté le 11 janvier, pardon. Et donc, ça signifie que voilà, il y a eu un très fort écho, je veux dire, la société a été vraiment effrayée par ce qui s'est passé. Et donc, ça c'est une première raison. La deuxième, c'est que la règle veut que les procès, de manière générale, ne donnent pas matière à une transcription, puisque la justice est orale et qu'elle se définit par une temporalité qui est celle des audiences, et elle s'arrête au moment où le verdict est rendu. Donc, le fait de filmer un procès, par-delà ce que peut apporter le filmage, dont on va sans doute reparler, permet de constituer une archive, si vous voulez, qui sera conservée aux archives nationales et qui permettra à tout le monde de pouvoir travailler sur cette histoire. Quel est le dispositif technique mis en place par la Cour d'assises spéciale du tribunal de Paris pendant ce procès ? Alors en fait, dans ce nouveau tribunal judiciaire de Paris, l'ensemble des cours sont équipés de caméras. C'est un peu une nouveauté par rapport à évidemment ce qui se passait avant. Enfin, il y a un certain nombre de cours qui étaient déjà plutôt en province, mais le fait que là, toutes les cours soient équipées de caméras et d'écrans signale quoi ? Signale d'abord le fait que c'est une nécessité parfois pour le processus judiciaire d'avoir en duplex des prévenus ou des parties civiles qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons X ou Y, et donc dont l'intervention au sein du procès est retransmise par ces téléviseurs. Ensuite, ça permet de montrer ce qui se passe dans la salle d'audience dans d'autres endroits qui sont définis comme étant reliés évidemment juridiquement à cette salle. Donc au tout début du procès, certaines parties civiles étaient dans 2 salles qui étaient attenant à la cour d'assises principale et pouvaient voir ce qui s'y passait et éventuellement intervenir depuis l'endroit où ils se trouvaient.
Christian Delage, d'autres procès ont été filmés intégralement en France, notamment les procès Barbie, Touvier, Papon dans les années 80-90, et plus récemment les procès Badinter, Faurisson en 2007 et AZF en 2009 et 2018. Pourquoi ne sont-ils pas pour autant retransmis en direct ou en semi-direct, comme c'est le cas pour la justice internationale ou pour certains procès aux États-Unis, comme le fameux procès d'O.J. Simpson en 1995 ? Oui, alors cette question, évidemment, est une question importante. En tout cas, c'est une question sur laquelle moi-même je suis intervenu à plusieurs reprises pour qu'elle soit posée. Dans la mesure où ce qui s'expérimente un petit peu, je crois, pendant ce procès des attentats de janvier 2015, servira évidemment à préparer le deuxième procès, celui des attentats du 13 novembre, qui aura lieu probablement d'ici un an. Et qui durera 6 mois, je crois. Et qui durera 6 mois avec 1700 parties civiles. Enfin, ça va être très très conséquent. Alors, en règle générale, cette question n'a jamais été vraiment abordée de manière décisionnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les diverses commissions qui avaient été mises en place au moment de la loi Badinter ou après, il y a eu des discussions, si vous voulez, et cette éventualité a été posée. Mais elle n'a jamais été vraiment prise en compte, si vous voulez, comme donnée potentielle. En règle générale, ceux qui y sont hostiles par principe indiquent que si les jurés pouvaient se voir eux-mêmes ou entendre les réactions chaque soir en rentrant chez eux sur ce qui s'est passé pendant l'audience, que ça pourrait les influencer. Évidemment, les influencer. Bon, donc on peut tout à fait retenir cet argument, sauf que là, ces procès, enfin en tout cas ce procès-là, même à la différence des procès que vous avez cités, ce sont des procès qui sont par des cours d'assises spéciales. Donc il n'y a pas de jurés, ce sont des magistrats professionnels. Donc ils sont aguerris, si vous voulez, enfin ils ne peuvent pas se laisser influencer par ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Maintenant, il n'en reste pas moins que un procès, c'est quand même un certain nombre de protagonistes. Alors du côté des prévenus, ils sont prévenus. Il va justement s'agir de savoir s'ils sont coupables et de quoi. Et puis vous avez les témoins. Et l'ensemble de ces personnes méritent d'être protégées. Vous voyez par exemple, avant-hier, des images ont été montrées dans la cour sur la scène de crime de Charlie Hebdo juste après l'attentat. Des images particulièrement émouvantes et difficiles, évidemment, pour les victimes et leurs proches. Tout à fait. Donc voilà. Enfin, c'est déjà difficile au sein de cette cour. Si c'était montré, vous voyez, à tout le monde, enfin, je veux dire, ça peut provoquer des réactions qu'on ne mesure pas. Donc moi, ce que je propose comme tentative d'essai, si vous voulez, c'est un résumé de 30 minutes, disons, quotidien, qui soit fait quotidien, qui soit fait plutôt par un service public. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ça serait une prolongation de l'acte judiciaire. Et ce résumé, donc, utiliserait évidemment les images qui ont été filmées, mais aussi ferait intervenir un juriste ou un historien ou un sociologue ou un journaliste spécialisé qui pourrait éclairer un certain nombre de choses sur ce qui se passe à un moment T dans un procès. Parce que la langue qui est parlée, ainsi que la procédure qui est suivie, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous ne comprenons pas forcément ce que c'est qu'un scellé, la manière dont les parties s'expriment, est-ce qu'elles sont libres de le faire, est-ce qu'elles peuvent être coupées par le président. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a un premier niveau qui serait un niveau d'information, et puis il y aura un deuxième niveau qui serait davantage un niveau pédagogique à destination éventuellement des jeunes, ou un niveau de connaissance, puisque ce procès a été l'occasion, si vous voulez, de rassembler un certain nombre de documents sur lesquels les historiens pourraient très bien travailler à un moment donné. On est quand même sur un procès qui est très très proche des événements, ce qui est quand même assez rare. 5 ans de décalage. Et dont le filmage, on l'a bien compris, Christian Delage a des vertus à la fois civiques et pédagogiques. Merci beaucoup, Christian Delage, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes l'un des 2 commissaires d'une exposition qui sera présentée à partir du 18 octobre aux Archives nationales à Paris, une exposition qui s'intitule « Filmer les procès, un enjeu social ». Merci et bonne fin de journée. Merci.
Tout autre chose maintenant, le pèlerinage annuel sur la tombe du rabbin Nachman de Breslev à Ouman en Ukraine ne devait pas pouvoir avoir lieu cette année en raison de la Covid-19. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre événement. C'est le gouvernement ukrainien qui a honoré le rabbin de Kiev, la capitale. C'est votre histoire du jour, Gabriel Attal. Le Parlement ukrainien a décerné au rabbin Jonathan Markovitz, grand rabbin de la capitale, une médaille d'honneur pour ses 20 années de service dans la ville, ainsi que pour sa contribution au bien-être des citoyens ukrainiens. Le fils de Markovitz, Ariel, a déclaré que son père était le seul rabbin de l'histoire de l'Ukraine à avoir reçu la médaille du président et la 4e personnalité religieuse de l'histoire à être ainsi honorée. Au cours des 20 dernières années, Gabriel Markovitch Senior a été l'émissaire rabbin à Kiev ainsi que le grand rabbin de la ville. Il a été à la pointe d'une vaste activité sociale et éducative qui a augmenté après le début de la pandémie de coronavirus. Actuellement, le rabbin Markovitch travaille pour trouver une issue à la crise sur l'interdiction des Juifs de voler vers l'Ukraine, de se rendre en Ukraine à Ouman pour marquer les fêtes de Tishri sur le lieu de sépulture du rabbin Nachman de Breslev à Ouman, un problème qui est devenu un point critique en Israël et dans le monde juif. Merci Gabriel Attal, 14h25, l'info en plus de cette édition avec Daniel Rouache. Bonjour Daniel. Oui, bonjour de Tel Aviv. Comme tous les mercredis, Daniel, nous revenons ensemble sur l'actualité de la Startup Nation et vous vouliez nous parler, pour démarrer, d'un succès franco-israélien. Il s'agit d'un steak cultivé en laboratoire. Je n'ai pas encore mangé, Daniel, et ça me donne des idées. Voilà, moi aussi je ne l'ai pas mangé, mais apparemment j'ai prévu de me rendre chez Didier Toubia, c'est le PDG d'Aleph Farm. Sa société est établie juste à côté de l'Institut Weizmann. Vous savez que devant l'Institut Weizmann, il y a un très grand parc, c'est un parc technologique avec beaucoup de biotech. Je connais bien Didier Toubia, il a été un de mes étudiants à l'ESCP, dans une école de management. Et donc Didier Toubia a lancé une start-up de technologie alimentaire qui cultive des morceaux de viande à partir de cellules de bœuf en utilisant une plateforme d'ingénierie tissulaire 3D. Une fois, il m'en a parlé, j'y croyais pas trop, mais finalement, je commence à y croire de plus en plus. La chose qui est très claire, c'est cette viande cultivée, c'est un secteur auquel croient des milliardaires tels que Bill Gates, Richard Branson et Sergey Brin, qui ont chacun investi dans des sociétés pionnières de la clean meat. Alors, Didier Toubia a cofondé sa société dont l'objectif est de produire le premier steak de bœuf cultivé en laboratoire. Apparemment, les premières étapes se passent très bien. L'idée est de proposer un produit qui reproduise la structure de la viande de la manière la plus fidèle possible, alors que les sociétés concurrentes développent une pâte de protéines servie sous forme de hamburger ou de nuggets. Cette start-up est basée à côté de l'Institut Weizmann. Et Didier Toubia espère séduire les consommateurs ayant décidé de manger beaucoup moins de viande. Aleph Farm promet de concevoir une viande saine, sans hormones et sans antibiotiques, grâce à une méthode respectant l'environnement comme le bien-être des animaux. Alors pour nos auditeurs de Radio J, un de ces jours, je vais vous inviter sur Internet pour une conférence de notre ami Didier Toubia. Daniel, ce groupe compte pour partenaires Danone et PepsiCo. Alors oui, parce que en fait, Aleph Farm, cette société a vu le jour sur les auspices de l'incubateur de Kitchen, qui est spécialisé dans la food tech et opéré par l'industriel Strauss, l'un des leaders israéliens de l'agroalimentaire. Alors ce groupe qui compte pour partenaires Danone et PepsiCo, je parle du groupe Strauss, est aussi devenu l'un des premiers investisseurs de la start-up qui a levé au total et en 3 ans près de 10 millions de dollars. Il a démarré par 2 millions de dollars et actuellement on en est à 10 millions. Ça veut dire de plus en plus d'investisseurs croient à son idée. Il y a derrière toute cette opération d'Aleph Farm une scientifique, elle a une expertise redoutable, elle s'appelle la docteure Shulamit Levenberg, qui est une chercheuse du laboratoire d'ingénierie tissulaire du Technion et qui dispose d'une notoriété mondiale dans ce domaine. J'ai appris en me renseignant autour de Didier Toubia, ce qu'il a fait dans la vie et autres, quelque chose de très très intéressant. Il a déposé plus de 40 brevets, il a déjà levé 45 millions de dollars dans ses différentes aventures.
et il a travaillé à l'Institut Volcani, qui est un leader mondial en recherche agronomique. Quand on rencontre Didier Toubiat, très franchement, c'est quelqu'un d'une modestie extraordinaire, mais il est vraiment impressionnant. Merci Daniel Rouache, qu'on retrouvera avec plaisir mercredi prochain pour une nouvelle info en plus consacrée à Israël, la Startup Nation. Bonne semaine Daniel. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce 14h. Merci de votre fidélité. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Hélène Schumann. Je vous donne pour ma part rendez-vous à demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. À demain, portez-vous bien.